Partie 3. Quelques éléments pour adapter votre posture. Chaque enseignant sera un jour amené à faire face à un conflit ou à un incident. Vous pouvez agir en tant que maillon de la prévention sur les facteurs de prédisposition, en vous montrant actif dans l'écoute et en favorisant la communication non violente. Vous pourrez également canaliser l'événement déclenchant et c'est surtout dans la différenciation que vous aurez un rôle actif à jouer, dans le sens où elle peut amener à l'escalade ou à l'évitement. Dans tous les cas, dans la situation d'intégration, vous ne devrez pas laisser le conflit sans agir et vous devrez œuvrer à sa résolution. Vous aurez parfois besoin d'un tiers. Il s'agit d'un conflit psychique. Vous avez affaire à un affrontement de choix. Attention, pour éviter que le conflit s'envenime, il faut bien garder à l'esprit que chez les adolescents, souvent, il s'agit d'une question d'affirmation de soi et d'estime de soi. C'est donc un sujet sensible. Soyez vigilant au langage que vous utilisez et veillez à ne pas être blessant. Le conflit interpersonnel, cette fois. Deux personnes ne s'entendent pas sur leurs besoins ou sur leurs choix. Votre rôle sera de leur permettre de trouver un compromis, un terrain d'entente. Vous aurez parfois besoin d'un tiers. Le conflit intergroupe. Il oppose plusieurs personnes ayant une référence commune. Prenons l'exemple d'un groupe classe où un groupe d'élèves serait facilité scolairement et un groupe serait plus en difficulté. Ici, il faudra nommer un représentant, c'est-à-dire un porte-parole qui défendra les arguments et les idées du groupe. Bon nombre de conflits peuvent être évités, la base étant d'instaurer un climat de classe serein. Vous pouvez vous appuyer sur des règles de classe. Elles sont plus efficaces quand elles sont co-construites avec les élèves. Vous pouvez également vous appuyer sur une charte ou sur le règlement intérieur. Parfois, il est opportun de mettre en place des contrats individuels ou collectifs avec plusieurs élèves ou alors avec le groupe classe. Vous pouvez également vous intéresser à l'identification des facteurs prédisposant au conflit. Ils peuvent résider chez les élèves, chez vous, chez des collègues, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, par exemple un maître de stage. Ici, on pourrait donner l'exemple de la fatigue. C'est un facteur important qui prédispose au conflit. N'hésitez pas à pratiquer l'écoute active. Ça doit être une ligne de conduite. Vous devez prendre le temps d'écouter ce que les uns et les autres ont à dire. Soyez toujours vigilant pour désamorcer les éléments déclencheurs. Parfois, ils peuvent être surprenants, mais parfois, ils le sont beaucoup moins. Ils auraient pu être anticipés et donc évités. Malgré tous les efforts qu'un enseignant peut consentir, il est parfois impossible d'éviter l'élément déclencheur. Car la nature diverse des acteurs, leurs intérêts, leurs valeurs, leurs principes divergents vont faire que la situation est très complexe et surtout qu'elle est difficile à anticiper. Vous pourrez donc être face à un effet de surprise. Lorsque l'événement se déclenche, il faut à tout prix sortir de l'urgence. Évitez la surenchère. Vérifiez votre ton, le volume sonore avec lequel vous vous exprimez, votre posture. Vous pourrez parfois opter pour la stratégie de l'évitement, c'est-à-dire remettre à plus tard le règlement de l'événement. Par exemple, à la fin du cours, vous pourrez inviter un élève à discuter avec lui de son comportement et établir éventuellement une sanction. Vous aurez parfois la possibilité de remettre encore à plus tard l'éventuelle sanction. Par exemple, en lui demandant un délai car vous devez en discuter avec la communauté éducative. Vous n'êtes pas seul face à cet élément déclencheur et parfois vous aurez besoin de l'intervention d'un tiers, par exemple de la vie scolaire. Lorsque l'événement déclencheur a eu lieu, le conflit est réel, il existe. Il s'agit maintenant de savoir comment sortir du conflit. Nous vous proposons la stratégie gagnant-gagnant. Cette stratégie se distribue en 6 étapes. D'abord, la définition du problème. Il est important que les deux parties s'entendent sur la définition du problème en lui-même. Une fois cette définition du problème posée, vous pourrez partir à la recherche de solutions. Vous pouvez faire appel aux parties pour qu'elles vous proposent des pistes solutions. La troisième étape consistera en l'évaluation de ces solutions. Vous devrez regarder si elles sont pertinentes et si elles sont faisables. Une fois la faisabilité et la pertinence approuvées, vous devrez assumer le choix d'une solution.
éventuellement l'argumenter. Une fois cette solution choisie, vous devrez faire en sorte de l'appliquer. Et une fois cette solution appliquée, vous devrez surtout bien prendre garde de vérifier les résultats. Car si le conflit n'est pas résolu, il est sous-jacent et il peut à nouveau éclater, voire même être exacerbé. Pour vous permettre de pouvoir mettre en place cette résolution des conflits dans votre vie professionnelle, nous vous proposons certains outils et nous vous donnerons certains conseils. Pour l'étape 1, il s'agit de définir le problème. Rechercher les causes du problème est vraiment essentiel. Vous pouvez travailler autour des questions de type pourquoi, comment ou quand. Vous devrez également proposer et formaliser des propositions qui seront intégrées par chaque partie, c'est-à-dire que pour être intégrées, elles devront faire consensus. Soyez bien vigilants à ce que chaque partie soit d'accord avec vos propositions, car si ce n'est pas le cas, il sera compliqué pour vous d'arriver au bout du processus de résolution des conflits. Pour l'étape 2 maintenant, la recherche de solutions. Il faut d'abord évaluer les moyens. Par exemple, les moyens humains. Vous ne pourrez pas convoquer un élève en retenue s'il n'y a pas de surveillant pour le surveiller. Cela va de soi. Vous devrez également penser à impliquer tous les acteurs dans le processus, c'est-à-dire toutes les parties et même parfois les observateurs. Les observateurs ont pour avantage d'être toujours plus neutres que les parties et surtout d'avoir un point de vue de témoin. Ils sont très factuels, ce qui peut être utile à un échange. Soyez une force de proposition et non d'imposition, car tout ce que vous imposez aura le risque d'être rejeté en bloc. Si vous rappelez à vos interlocuteurs vos limites, ils vous rappelleront les leurs et vous saurez ainsi dans quel cadre vous pourrez évoluer. Pour évaluer les solutions, nous vous conseillons de procéder à une comparaison des différentes pistes solutions auxquelles vous avez pensé ou qu'on vous a transmises. Une fois cette comparaison effectuée, par exemple à travers les points forts et les points faibles, vous pourrez effectuer une sélection. Gardez bien à l'esprit que la solution à laquelle vous pensez ne doit léser personne. C'est la logique du gagnant-gagnant. À l'étape suivante, vous devrez choisir une solution, c'est-à-dire trancher, opter pour la solution que vous aurez choisie. Cette solution devra être assumée. Vous devrez être capable de l'argumenter, par exemple auprès des parties, mais aussi auprès des parents d'élèves ou de la communauté éducative. Donc elle devra être réfléchie. Pour appliquer la solution, vous devez avoir conscience de A à Z du processus par lequel cette solution va être apportée. En effet, vous devrez avoir conscience de ce processus du début à la fin pour vous permettre d'anticiper et de mettre à disposition tout ce qu'il faut pour que votre solution fonctionne. Par exemple, les moyens humains. Dans la dernière étape de la résolution de conflit, il s'agira de vérifier les résultats. Vous pourrez fixer une date limite ou établir une période dans laquelle la solution aura lieu. C'est très important pour que cela fonctionne. Ensuite, vous pourrez effectuer un bilan, alors de préférence écrit pour laisser une trace, avec les différentes parties et cela vous permettra de vous assurer que le conflit est bien résolu.